Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, la deuxième séance publique de la première session ordinaire pour cette 9e législature s'est tenue aujourd'hui, dimanche 17 novembre 2024. Autre actualité nationale à l'Université de Djibouti, un atelier sur la modernisation du droit à l'université s'est tenu dans la salle d'amphithéâtre. Au Moyen-Orient, à présent, 10 Palestiniens tués dans un raid israélien sur une école à l'ouest de la ville de Gaza. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, ce dimanche 17 novembre 2024, l'Assemblée nationale s'est réunie à l'occasion de sa deuxième séance publique de la première séance ordinaire pour cette 9e législature. La plénière était présidée par son Excellence Honorable Mohamed Dilleita, président de l'Assemblée nationale, avec la participation du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, des députés également, mais aussi les membres du gouvernement. L'ordre du jour de cette plénière était principalement dédié à l'examen et à l'adoption de 8 projets. Projet de loi numéro 65, année 2024, 9e législature portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2022. Le projet de loi numéro 122, année 2024, 9e législature portant ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Troisième projet, le projet de loi numéro 123, année 2024, 9e législature portant adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture. Le projet de loi numéro 124, année 2024, 9e législature portant ratification de l'accord général sur le commerce Djibouti-Éthiopie. Le projet de loi numéro 125, année 2024, 9e législature, portant adoption des stratégies nationales d'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Le projet de loi numéro 127, année 2024, 9e législature également, portant approbation des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 131, année 2024, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 132, année 2024, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti, l'EDD, pour l'exercice 2022. Les rapporteurs ont ensuite pris la parole pour exposer les conclusions des travaux menés sur les projets examinés au sein des différentes commissions parlementaires. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, les parlementaires ont interrogé l'exécutif sur différents textes législatifs, notamment ceux portant sur la politique nationale en faveur de la jeunesse et de la culture, ainsi que le projet de loi sur la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Également sur les 2 projets de ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications liées à l'enseignement supérieur et de la ratification de l'accord général sur le commerce, l'AGC. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour a été consacré à l'analyse des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, ainsi que la caisse de militaires de retraite pour la même période. Enfin, les comptes financiers de l'électricité de Djibouti. Lors de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Mohamed Dilleita, a adressé ses salutations de bienvenue et a procédé également à la lecture de l'ordre du jour de la séance. Bienvenue pour cette première séance publique de la deuxième session ordinaire 2024. La plénière de ce dimanche 17 novembre comporte 8 projets de loi, dont l'examen des comptes annuels des 4 établissements publics. Puis, pour la durée restante de la séance, il sera question de 2 projets de ratification d'accord, un projet de politique générale, politique nationale et un projet de stratégie nationale. Concrètement, l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi numéro 65, AN 24, 9e législature, portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, ANT, pour l'exercice 2022. Projet de loi 122 AN 24 9e législature portant ratification de la Convention mondiale de la reconnaissance des qualifications relatives de l'enseignement supérieur. Troisième projet portant adoption de la loi politique nationale de la jeunesse et de la culture. Quatrième projet
numéro 124 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord général sur le commerce AGC Djibouti-Éthiopie. Pour votre information, ce texte sera précédé par l'examen des comptes financiers du laboratoire central des bâtiments, point de l'ordre du jour numéro 6, en raison du déplacement du ministre du Transport qui doit voyager dans la journée. Projet de loi 125 AN 24 9e législature portant adoption de la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024-2029. Sixième projet, comme je vous l'ai annoncé, on va la faire après les troisièmes. C'est les projets de loi 127 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers des laboratoires central des bâtiments et de l'équipement de CBE pour l'exercice 2023. Septième projet de loi 131 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour l'exercice 2023. Et enfin, projet de loi 132 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti 2022. Nous allons commencer par le premier projet, à savoir le projet de loi 65 de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2022. On repense aux questions soulevées par les parlementaires au cours de la séance. Plusieurs membres du gouvernement ont intervenu pour apporter des éclaircissements. Chaque ministre, dans le cadre de ses attributions, a apporté des éléments des réponses. Le ministre du Commerce sur l'accord de coopération commerciale signé le 7 mars 2017 entre Djibouti et l'Éthiopie et abrogeant la disposition de l'ancien accord du 15 décembre 1979. Cet accord vise à renforcer les relations économiques entre nos deux pays, Djibouti et Éthiopie. Je vous recommande, Monsieur le ministre, la mise en place d'un mécanisme suivi et d'évaluation pour garantir que les accords sont respectés pour permettre aux ajustements si nécessaire au fil du temps. Monsieur le Président, est-ce que le contrôle de la qualité et de la fiabilité de tous les travaux de construction dans le domaine des routes, des aménagements urbains, de l'adduction d'eau de l'assainissement, des bâtiments de l'État et ceux du privé, ainsi que le contrôle de tous les matériaux de construction passe par votre laboratoire? Honorable Hussein Mohamed Ali, il y a d'abord une commission mixte qui est mise dans cet accord. Cette commission mixte a un rôle de suivre d'abord la mise en œuvre de cet accord, mais également c'est la commission qui sera activée quand il y aura un problème d'ordre commercial entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Donc c'est la première fois que nous avons mis un comité mixte qui va travailler en étroite collaboration avec Djibouti. Donc ce comité va résoudre tous les problèmes qui surviennent au niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays, parce que l'Éthiopie est un pays avec lequel on échange et qui nous permet également de concrétiser notre rêve de devenir un hub logistique et commercial en République de Djibouti. C'est notre partenaire commercial clé. Effectivement, LCBE est chargé d'assurer la garantie, la fiabilité et la durabilité des infrastructures de notre pays. Elle fournit le conseil, bien sûr, au conseil technique, au secteur public qu'au privé. Elle assure aussi, c'est vrai, le test. Pas uniquement pour les fondations, aussi bien pour aussi faire conformer la qualité de normes. Et là, j'ai dit bien que le contrôle et la qualité des le LCBE fait de façon régulière le contrôle pour faire respecter les normes.
des qualités aussi bien des produits ou des produits à fabriquer à Djibouti ou bien aussi bien avec le produit importé de l'extérieur. Par rapport aux points soulevés par les députés au cours de cette session, le Premier ministre a livré des détails supplémentaires visant à compléter les interventions en rappelant les priorités du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, si je repartis en 2 points, je vais commencer par la culture, dont je connais un peu mieux. Il y a combien de salles de spectacle à Djibouti? Il y a combien de salles de cinéma? Pourquoi ne pas donner les moyens nécessaires à ce laboratoire pour donner l'autorisation et la conformité de ces travaux? Est-ce qu'il y a des salles de spectacle? Nous avons quand même des salles de spectacle au Palais. Nous avons des salles de spectacle aussi dans certains CDC. Nous avons des salles de spectacle aussi à l'IDA. Il faut qu'on s'occupe de la jeunesse, c'est vrai. Mais si vous regardez un peu tous les aménagements urbains qui sont faits dans le pays, partout, il y a des zones qui est spécifiées pour le sport, la jeunesse et la culture. Dans tous les aménagements urbains que vous avez examinés ici. Mais nous allons tenir à ce que les espaces dédiés à la jeunesse pour le sport soient conservés partout. Effectivement, le LCBE est un instrument technique du gouvernement pour assurer le fondement de toute structure qui s'établit dans le pays, notamment les bâtiments ou autres. Il n'y a pas, quand on veut un permis de construire, vous devez avoir l'expertise de la LCBE. Concernant le manque d'effectifs ou du matériel, le gouvernement est actuellement dans cette optique pour renforcer, et on va leur donner les moyens et les équipements. Mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que le travail est bien fait par ce laboratoire avec le personnel qu'elle dispose, puisque ce sont des gens qui sont très qualifiés pour faire ce travail-là. Au terme des votes favorables exprimés par les parlementaires et avant de clore la session, le président de l'hémicycle, Dileta Mohamed Dileta, a tenu à rappeler l'importance de la discipline et de l'assiduité au sein de l'hémicycle. On écoute son discours. L'agenda de notre plénière est épuré. Je voudrais, si vous permettez, ajouter 2 points. D'abord, rappeler aux membres de la conférence du président que nous aurons une réunion demain, Inch'Allah, avec 15 projets de loi. Deuxième point pour lequel je voudrais beaucoup insister, mesdames et messieurs, surtout concerne les parlementaires. Être député, c'est surtout d'être à la hauteur de la confiance de nos compatriotes. C'est là, avant tout, d'assurer sa présence au moment où des questions déterminantes pour la nation peuvent être abordées et délibérées. C'est un minimum. Une obligation planchée à minima, et je n'ai pas accepté une autre posture. Je vois que ce matin, beaucoup d'absents dans la salle des parlementaires, et pour certains, arrivées tardives, c'est quelque chose que je ne pourrais accepter en ma qualité de président du Parlement. À moins de nous inciter dans la voie des correctifs, j'exhorte mes collègues à plus de rigueur et plus de discipline. Je vous remercie. En ce dernier point, la première session publique de la
Seconde session ordinaire est clos. Autre actualité à la une de ce journal, l'université de Djibouti a servi d'auditorium pour un atelier novateur sur la modernisation du droit, réunissant des experts, des décideurs et des acteurs du secteur juridique. Cet événement a mis en lumière des enjeux cruciaux tels que la dématérialisation des documents officiels et l'intégration des nouvelles technologies dans le système juridique. L'atelier a débuté par des discours qui ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement du cadre juridique national, insistant sur la nécessité d'adapter des lois aux défis contemporains. Parmi les points saillants de l'événement, la session de panel sur la dématérialisation du journal officiel a suscité un vif intérêt. Les discussions lors de ces échanges ont souligné comment cette réforme pourrait améliorer l'accessibilité du droit aux citoyens. Les discussions ont également abordé la réforme légistique, une démarche essentielle pour simplifier l'élaboration des textes législatifs. Le deuxième panel de cet atelier a également exploré le rôle grandissant des technologies avancées dans le domaine juridique. Encore cette fois-ci, il s'agissait d'évoquer les outils innovants comme les chatbots qui pourraient transformer l'interaction entre les citoyens et les institutions juridiques. Par ailleurs, cet atelier marque une étape significative vers une réforme du droit qui répond aux besoins d'une société djiboutienne en mutation rapide. On écoute le président de l'université de Djibouti qui a indiqué que ces discussions mèneront à des actions concrètes et à une modernisation durable du cadre légal national. Concernant le journal officiel, c'est une partie, et comme le dit le titre, c'est quand l'histoire rencontre la modernité. Moi, je dirais quand le passé rencontre le futur aussi, parce que la dernière fois, vous nous avez dit le journal officiel, nous allons rajouter l'intelligence artificielle. Donc, c'est cette rencontre entre le passé, notre passé, 1900 à aujourd'hui, c'est plus pratiquement 125 ans de notre histoire qui est aujourd'hui numérisée. Numérisée, mais aussi modernisée et qui rencontre aussi le futur avec l'intelligence artificielle qui permettra à nos étudiants de pouvoir très facilement, avec l'IA, de faire de requêtes et de trouver plus facilement les données ou les décrets ou les arrêtés qui y figurent. Et c'est une bonne chose de pouvoir aujourd'hui concilier l'intelligence artificielle avec le droit. Et je souhaiterais féliciter l'ANSSI qui a œuvré pour que justement ceci soit possible. Et nous exhortons justement nos étudiants, nos chercheurs, avec maintenant le centre de recherche en droit qui a été créé, de pouvoir travailler davantage avec cet outil. Le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Missi, a mentionné l'engagement de Djibouti à moderniser son système juridique qui témoigne de sa volonté de s'inscrire dans une dynamique de progrès et de transparence essentielle dans le paysage juridique d'aujourd'hui. Comme l'a si bien dit le président de l'université de Djibouti, pour moi c'est toujours un plaisir de revenir ici, parmi vous, à l'université de Djibouti, dans ce lieu qui est un lieu de connaissance, qui est un lieu de savoir, qui est empreint de toute votre énergie, de votre jeunesse et de votre créativité. Ce lieu où, effectivement, en janvier de cette année, j'étais déjà venu pour vous présenter la première version du UJO. Cette version-là, elle est le fruit d'abord de l'engagement de notre jeunesse. Elle est le fruit du talent de notre jeunesse, du talent de ceux et de celles qui, issus de l'université de Djibouti, ont su œuvrer à nos côtés. Cette plateforme, il faut le souligner, elle est entièrement djiboutienne. Et cette plateforme, c'est pour nous que nous l'avons voulu, et c'est aussi pour vous que nous l'avons voulu. Lorsque nous avons lancé cette plateforme, il s'agissait en premier lieu de sauvegarder notre patrimoine. Et ce volet a été réalisé. Aujourd'hui, l'ensemble de nos lois, l'ensemble de nos décrets, de nos arrêtés ont été numérisés depuis le premier journal officiel qui a été édité le 8 février 1900 jusqu'au dernier qui est paru aujourd'hui en novembre.
Cette prouesse, nous la devons à des jeunes qui, hier, étaient assis ici, à votre place, sur ces bancs. Et je crois que nous ne pouvons que les féliciter. Bravo et merci à vous. Direction le Guinée-Bissau, une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Ribo Momin Assowe, est composée du chef du cabinet du Premier ministre, M. Ali Selaï, et de la conseillère technique du MJC, Mme Medina Salah Ali, s'est rendue en Guinée-Bissau afin de prendre part aux célébrations de la fête de l'indépendance du pays et du centenaire du fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Amilcar Cabral. La ministre Dr Ribo Momin Assowe a représenté le président de la République lors de ces célébrations. Dès son arrivée, la délégation a été conviée à prendre part au gala de bienvenue offert par le président bissau-guinéen, son Excellence Oumaro Sissoko Embalo, et la première dame du pays, Diniziares Embalo, auquel ont pris part le président gambien, plusieurs ministres, membres du gouvernement et chefs des délégations des pays invités. Je vous emmène au Libye à présent, à Tripoli, où le ministre délégué chargé de la décentralisation de Djibouti, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, effectue une mission officielle à Tripoli du 16 au 20 novembre 2024 à l'invitation de son homologue libyen, le Dr Badreddine Tomi. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération en matière de décentralisation et de développement local entre les deux pays, accompagné de plusieurs hauts responsables, dont M. Ali Abdo, conseiller technique, et M. Ali Roufa Aden, secrétaire permanent de l'ANCLD. Le ministre a été accueilli chaleureusement à son arrivée à l'aéroport international de Tripoli par son homologue et d'autres autorités libyennes. Lors de la réunion bilatérale qui s'est tenue le 16 novembre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les renforcements des liens historiques qui a permis de mettre en valeur les relations culturelles et historiques entre les deux pays, soulignant les expériences partagées et la volonté de les renforcer à travers des projets communs. Autre actualité de ce journal, dans le cadre des efforts nationaux visant à améliorer la gouvernance basée sur des données fiables, un atelier de formation sur la production des statistiques du travail a eu lieu aujourd'hui à l'université de Djibouti. Le reportage avec Fardouz. Cadre des efforts nationaux visant à améliorer la gouvernance basée sur des données fiables, un atelier de formation sur la production des statistiques du travail a eu lieu aujourd'hui à l'université de Djibouti. Cette initiative a réuni une trentaine de participants issus de différents départements de l'Institut des statistiques de Djibouti et d'autres institutions publiques telles que l'ANIFI, présidé par le directeur général de l'Institut de la statistique de Djibouti, Ibrahim Abdi, et a vu la participation de représentants de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. L'atelier a également mis en lumière l'importance de l'alignement des données locales avec les standards internationaux pour garantir leur compatibilité et leur pertinence dans un contexte globalisé. Présence aujourd'hui. C'est vraiment cet atelier, c'est pour le lancement de l'enquête emploi sur le marché du travail, c'est l'enquête emploi. Mais avant cet atelier, on a beaucoup travaillé collaboré avec Sibrahim et les collègues du LNSTAD pour préparer cet atelier. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment l'adaptation des questionnaires dans le contexte djiboutien, le développement du programme de entry data, le programme d'entrée de données, etc. Donc, les objectifs de cet atelier, c'est essentiellement de maîtriser les différents concepts et définitions conçus à l'échelle internationale, comment appliquer ces concepts, comment mesurer ces concepts et ces définitions à travers l'outil questionnaire et comment faire la collecte. Dans son discours, le directeur général de l'Institut de la statistique de Djibouti a indiqué que cet atelier illustre l'importance croissante de la production statistique dans la gestion moderne des politiques publiques. À cet atelier de formation sur les statistiques du travail, organisé en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, les statistiques du travail, comme nous le savons tous, joue un rôle essentiel dans la compréhension des dynamiques et des évolutions du marché du travail, de ses défis et opportunités.
Elle constitue un outil précieux pour élaborer des politiques publiques efficaces en faveur de l'emploi productif, de la protection sociale et du respect des droits des travailleurs, et c'est, en ce sens, contribue directement à la réalisation de l'objectif numéro 8 de l'agenda 2030 pour le développement durable qui vise, je cite, à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Ces partenariats étroits avec l'OIT nous offrent une opportunité inestimable de renforcer ses capacités, nos capacités nationales, en favorisant un échange de connaissances et d'expertise dans la production et l'analyse des données pertinentes et fiables en lien avec les marchés du travail. À cet égard, cet atelier représente une étape essentielle dans notre cheminement collectif pour relever ces défis. Ce matin, dans les premières heures, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakriya Cheikh Ibrahim Bor, a conduit une inspection d'importance capitale au poste frontalier de Galilée, situé dans la région d'Ali Sabieh. Cette visite avait pour objectif principal d'évaluer les dispositifs sécuritaires en place et de renforcer les capacités opérationnelles des forces déployées dans cette zone stratégique, accompagnée d'une délégation militaire de haut rang dont le chef d'état-major de la défense, le commandant de la garde-côte de la garde républicaine, le chef d'état-major de la gendarmerie et le commandant de la garde-côte, mais aussi le représentant du directeur général de la police nationale. Le SEMGA a marqué par sa présence une volonté affirmée de consolider la sécurité et d'améliorer la coordination interinstitutionnelle. Ce déplacement s'inscrit dans une démarche globale visant à adapter les réponses sécuritaires aux défis spécifiques des zones frontalières en tenant compte des réalités locales et régionales. À son arrivée à Galilée, le général Zakriya Cheikh Ibrahim a été accueilli avec les honneurs par le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabieh, le lieutenant-colonel Roble Mohamed Abdallah, qui, entouré de ses hommes ainsi que les personnels féminines des forces de défense et de sécurité, lui a rendu les honneurs militaires dus à son rang. Le poste frontalier de Galilée joue un rôle clé dans la gestion des flux transfrontaliers entre Djibouti et l'Éthiopie. Il s'agit d'un point de transit essentiel pour les mouvements des personnes et des marchandises nécessitant une vigilance accrue. Lors de sa visite, le SEMGA a procédé à une inspection rigoureuse des installations, accompagné des agents de la police nationale, de la gendarmerie, du BIAS et de la douane qui opère à Ali Sabieh. Il a pu évaluer l'efficacité des dispositifs existants. Cette évaluation a permis de relever les forces et faiblesses des mesures actuelles tout en identifiant des axes d'amélioration. Les échanges avec les agents sur le terrain ont mis en lumière les réalités quotidiennes auxquelles ils font face, notamment la gestion des flux migratoires, la surveillance des marchandises et la prévention des activités illicites. Le SEMGA a salué leur professionnalisme et leur résilience, soulignant leur rôle crucial dans la stabilité et la sécurité nationale. La situation à Galilée reflète les défis complexes auxquels sont confrontées les zones frontalières. Outre le volume croissant des activités économiques et migratoires, les forces déployées doivent faire face à des menaces variées, allant des trafics illégaux à la gestion des tensions transfrontalières. Le SEMGA a insisté sur l'importance d'une coordination renforcée entre les différentes entités présentes, militaires, forces de sécurité, douaniers et autorités locales. Une approche intégrée et collaborative qui est indispensable pour relever ces défis. Le général Zakriya Cheikh Ibrahim a également mis en avant le rôle des populations locales dans la préservation de la sécurité. Il a encouragé un dialogue constructif avec les communautés environnantes afin de renforcer leur implication dans la lutte contre les activités illicites. À l'issue de sa visite, le général Zakriya Cheikh Ibrahim Bor a formulé des recommandations stratégiques visant à améliorer les dispositifs existants et à anticiper les besoins futurs. Face à la montée en charge des activités transfrontalières, il est impératif d'accroître les effectifs sur place. Cela permettra de mieux repartir les tâches et d'assurer une couverture permanente des points sensibles. Le SEMGA a identifié également la nécessité de moderniser les infrastructures, notamment les postes de contrôle, afin d'optimiser les opérations de transit et de surveillance. Une collaboration étroite entre les différents acteurs militaires, forces de sécurité, douanes et autorités locales est indispensable pour garantir une gestion harmonieuse et efficace des activités transfrontalières,
Dans son allocution, le CMGA a réaffirmé l'importance de la sécurité des frontières comme un pilier central de la souveraineté nationale. Et enfin, en plaçant la sécurité au cœur de ses priorités, les forces de défense et de sécurité du pays affirment une vision stratégique tournée vers un avenir où chaque acteur joue un rôle clé dans la défense de la souveraineté nationale. Cette visite marque une étape importante dans la mise en œuvre d'une politique de sécurité intégrée et proactive, répondant aux besoins des populations tout en garantissant la continuité des activités économiques et sociales dans cette région frontalière stratégique. C'est dans la matinée du 17 novembre 2024 que la commune de Balbala a accueilli une cérémonie mémorable dédiée à la pose de la première pierre du projet pilote Cheikh Moussa, un projet ambitieux inscrit dans le cadre des efforts d'extension, d'embellissement et d'aménagement urbain qui vise à créer un environnement moderne et durable tout en améliorant significativement le cadre de vie des habitants de la commune de Balbala. Il s'agit également de répondre aux besoins croissants et en infrastructures et en espaces verts dans une perspective de développement équilibré et inclusif. Cet événement a rassemblé des personnalités de premier plan, parmi lesquelles figuraient M. Saïd Daoud Mohamed, maire de la ville de Djibouti, Mme Fatiha El Moudni, maire de la ville de Rabat, accompagnée de sa délégation, le premier et le deuxième adjoint au maire de la ville de Djibouti, le président de la commune de Balbala, des acteurs clés de la société civile ainsi que les équipes municipales de Djibouti et de Balbala. Dans son discours, le président de la commune de Balbala a souligné l'importance cruciale de ce projet. Cette matinée mémorable a constitué un jalon majeur pour le développement de la commune de Balbala. Ce projet pilote Cheikh Moussa, fruit d'une vision partagée, illustre la vitalité des échanges entre collectivités locales et ouvre la voie à un avenir urbain plus harmonieux et durable. Ce projet naît d'une vision éclairée et d'une détermination sans faille de nos autorités locales, en premier le maire de la ville de Djibouti. Incarne notre engagement commun envers le progrès et le bien-être de nos citoyens. Je représente en tant que première autorité de la commune de Balbala l'opportunisme d'efforts d'insertion pour améliorer les conditions de vie au sein de notre communauté balbalaoui. Madame Fatiha El Moudni, maire de la ville de Rabat, a salué l'hospitalité de Djibouti et a mis en lumière l'importance de ce partenariat local. C'est donc avec un immense honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous pour participer à cette étape symbolique, véritable pierre angulaire du lancement du projet d'aménagement urbain et de valorisation du patrimoine de la commune de Balbala. Honorable audience, la République de Djibouti et le Royaume du Maroc partagent 46 ans de relations fraternelles, amicales et séculaires, fondées bien entendu sur le respect mutuel, la sincérité des échanges et la confiance politique et le rapprochement des peuples, frères et amis. Ces relations diplomatiques se sont renforcées au fil des années, grâce à de nombreux échanges et des visites officielles de travail entre les décideurs politiques des deux pays, aboutissant à la signature de plusieurs accords de coopération dans divers secteurs de grande importance. Et donc, sur le même élan, à l'échelle locale, le projet que nous célébrons aujourd'hui à la commune de Balbala, intitulé « Projet d'aménagement urbain et mise en valeur du patrimoine portant sur les espaces publics ». Aujourd'hui, ce projet marque une étape cruciale dans ce contexte. Car ce projet ne se limite pas à la construction d'infrastructures ou du bâti, mais incarne une vision commune de développement urbain durable, de préservation du patrimoine et du bien-être des habitants. Enfin, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, a mis en avant les perspectives ouvertes par cette collaboration stratégique. La pose de la première pierre d'une extension du siège de la commune de Balbala qui était notre premier projet. 3 semaines après notre nomination, c'était les premiers projets que nous avons bien voulu soumettre à nos partenaires bilatéraux, notre frère, grand pays frère, le Royaume du Maroc. Auguste Assemblée, l'événement que nous vivons ce matin
est local, car il se déroule sous le très haut parrainage de l'honorable maire de la ville de Rabat. Ici présent parmi nous, Madame Fatiha Al-Moudni, accompagnée de son honorable cabinet. Bien sûr, la coopération entre nos villes s'inscrit dans la droite ligne des liens historiques qui unissent la République de Djibouti et le digne royaume du Maroc qui partage ces multiples valeurs. Oui, cette coopération ville-ville qui lie le début de son histoire par un appui concret laisse passager non seulement un avenir radieux devant elle, mais promet également une nouvelle impulsion pour la promotion de la coopération décentralisée. Madame la maire, aujourd'hui fera date dans les annales de notre histoire municipale. Ça commence aujourd'hui. Et votre nom y sera inscrit en or, ainsi votre honneur qui partie de notre histoire. Aussi je puis vous assurer de la profonde gratitude, de la mémoire collective de vos consoeurs et confrères djiboutiens, djiboutiennes en général et celles et ceux de la commune de Balbala en particulier. Sans oublier notre père, notre vision, notre cher président qui nous a fait confiance, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Direction Ali Sabi, où l'exposition inédite de la 6e édition de la foire régionale d'Ali Sabi a été clôturée hier, samedi 16 novembre 2024. Cet événement de la 6e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion au nord pour les jeunes et les femmes artisanaux plein de talent, de créativité s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le club de jeunes entrepreneurs Antenne Assedjog avec l'appui de la préfecture et du conseil régional a organisé la mise en œuvre de cet événement populaire dans la ville d'Ali Sabi. La cérémonie de la clôture de cette 6e édition de cette foire régionale a été officiellement clôturée hier après-midi par le préfet de la région, M. Abdelmalek Mohamed Bonouita, et le président du conseil régional, M. Charmarke Hassan Alale, et le directeur de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, mais aussi le député honorable Abdurrahman Awale. La foire régionale d'Ali Sabi, qui a duré pendant 3 jours, symbolise un partenariat solide entre le secteur public et le privé. De nombreux stands ont accueilli leur production de toutes sortes. Au cours de cette journée, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir et explorer un large éventail d'entreprises locales proposant des produits variés allant de artisanat traditionnel aux dernières avancées technologiques. Les entrepreneurs ont eu l'opportunité de partager leur expérience et de réseauter avec autres acteurs clés d'écosystème commercial de la région. On écoute le préfet de la région d'Ali Sabi, M. Abdelmalek Mohamed Bonouita, qui a félicité et encouragé les jeunes entrepreneurs de la région. Je tiens tout d'abord à remercier les clubs des jeunes entrepreneurs de la région d'Ali Sabi qui a organisé cet événement. C'est la 6e édition. Ce qui montre la continuité de l'événement, c'est que chaque année, ils réalisent une activité pour permettre à tous les artisans de montrer leurs capacités, mais également d'arriver à vendre leurs produits. Donc, je tiens à remercier elles et tous ceux qui ont organisé, toute l'équipe qui l'ont accompagné pour la réussite de cet événement, de cette foire. Je tiens également à remercier mon ami, le président du conseil régional, et je tiens à remercier également les partenaires qui ont eu confiance à ces clubs, à savoir les partenaires financiers, la BCI, Salam, Est Africa, sans oublier les PNUD, mais également la DDS qui a participé, également contribué financièrement afin que cet événement puisse avoir lieu. Je ne vais pas oublier les ministres qui sont venus ici, qui ont honoré de leur présence, mais également qui ont acheté tous les produits. Le colonel de la garde-côte, mon ami Ouaes, le directeur
de aller. Je ne vais pas oublier de remercier la police nationale qui a été présente depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui pour assurer la sécurité de cet événement. Merci à tout le monde et j'espère que cela va continuer. Et l'année prochaine, certainement, le club des jeunes entrepreneurs va associer d'autres régions afin qu'elles puissent aussi promouvoir leurs produits. Je ne vais pas oublier aussi mes amis parlementaires qui étaient présents tous à vivre à cet événement et nous sommes très fiers. Au Nouvel Mondial à présent, des nouvelles attaques au Liban, des attaques aériennes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, après un appel à évacuer. Le reportage avec Fardous. Une nouvelle attaque israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer. L'Agence nationale de l'information libanaise a rapporté que l'ennemi a frappé 3 raids. L'aviation israélienne a en outre détruit une maison de 3 étages dans cette localité. Les environs de la localité et des districts ont été également le théâtre des frappes israéliennes. L'aviation israélienne a pilonné aussi plusieurs localités des autres districts au sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé déplore dans son dernier bilan 3 445 morts et plus de 14 599 blessés. Le conflit a engendré des dommages matériels estimés à 3,4 milliards de dollars et des pertes économiques atteignant 5,1 milliards de dollars pour le Liban, soit un total de 8,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Évaluation provisoire des dommages et pertes au Liban ». Toujours au Moyen-Orient, à Gaza, 10 Palestiniens tués dans un raid israélien sur une école à l'ouest de la ville. 10 Palestiniens tués dans un raid sur une école à l'ouest de la ville de Gaza. Le porte-parole de la défense civile palestinienne a déclaré que le raid israélien sur l'école avait fait plus de 10 morts et plus de 20 blessés selon un bilan préliminaire. L'armée israélienne continue de bombarder des habitations et des centres d'hébergement dans diverses zones de la bande de Gaza, faisant des morts et des blessés. Cette agression israélienne contre la bande de Gaza a fait depuis le 7 octobre 2023 43 799 morts. Israël poursuit depuis plus d'un an cette guerre contre les Palestiniens avec le soutien inconditionnel de Washington en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant l'arrêt immédiat des combats et de l'ordonnance de la Cour internationale de justice indiquant des mesures conservatoires pour prévenir un génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.